bien, merci beaucoup de votre hospitalité. Merci Martha en particulier, mais merci à vous en général parce que voilà, on commence ce soir et on va continuer, je crois, demain matin avec les étudiants, une rencontre. Alors l'hospitalité, c'est jamais quelque chose de simple, parce qu'il y a l'hôte qui reçoit et puis il y a l'hôte qui est reçu. Et l'hôte qui reçoit imagine quelque chose sur l'hôte qui est reçu, et l'hôte qui est reçu imagine quelque chose sur l'hôte qui reçoit. Moi, j'imagine que vous êtes des praticiens de la photographie, peut-être je me trompe un peu, on verra. Et vous, vous imaginez peut-être que je suis un théoricien des images, et peut-être que vous vous trompez un peu. Alors, il va falloir faire dialoguer ces deux dimensions, la théorie et la pratique. Et c'est pourquoi j'ai choisi d'essayer de vous dire ce soir un peu, de façon un peu personnelle d'ailleurs, en quoi quelqu'un qui s'intéresse à théoriser, à être un théoricien des images, non seulement peut, mais même doit en passer par une pratique photographique. D'abord, je voudrais dire que j'aime qu'un livre ou même un texte, si bref soit-il, ait pu s'intituler « Images de pensée ». J'adore cette expression. C'est une indication pour nous. Il ne s'agit pas seulement d'écrire des livres pour tenter de penser ce que sont ou ce que font les images, même si ce travail est déjà fort difficile, délicat, prenant, important, ce que vous voudrez. Mais il s'agit de trouver dans les images elles-mêmes, ou plutôt dans leurs diverses approches et dans leurs multiples usages, une voie pour donner à penser. Bien que cette pensée, évidemment, ne parvienne à elle-même que dans la lumière de ses phrases, de sa langue, de son rythme. Bien sûr, on parle. Les images de pensée ne sont des images à penser que si elles exigent en toute logique un travail visuel. C'était le cas de Walter Benjamin, qui avait besoin des photos de Germaine Krull, des passages parisiens, pour faire son livre, ou sa tentative de livre. Et c'est un travail d'image autant qu'un travail d'écriture. Faire des images, faire un livre. Les réunir par-delà cette valeur d'illustration ou de vignette. Au XIXe siècle, il y avait des textes illustrés de vignettes, des romans, des feuilletons, et tout ce que vous voudrez. Mais à un moment donné, la fonction de l'image dans la littérature a été capitale. C'est Nadja de Breton, par exemple. Ce sont les livres de Alfred Döblin. C'est plus près de nous, vous devez connaître sans doute Sebald. C'est en France Denis Roche, c'est en Allemagne Alexander Kluge. Enfin bref, la pratique littéraire et la pratique photographique sont désormais très très liées. Ce qui a fini par être évident pour les écrivains, cela dit, n'a pas vraiment commencé à l'être dans le domaine de la pensée, sauf évidemment si l'on est historien de l'art ou critique d'art. Mais il n'y a pas beaucoup de philosophes qui font de la photo pour philosopher encore. On a l'impression que depuis Platon, penser, ça consiste souvent à éviter la fréquentation des images. Parce que fréquenter des images, c'est fréquenter des choses louches, impures, trompeuses, ambiguës. Des choses qui sont toujours liées au fantasme, donc au désir. Aïe. Donc à la fascination, à la captation, à l'illusion, et finalement, on se dit à l'erreur. C'est vrai que donner à penser, ce qui est le travail du philosophe, consiste à ouvrir la possibilité de critiquer un état de fait, un ensemble de discours, une évidence en général. Un philosophe, c'est quelqu'un qui critique une évidence. Par exemple, une évidence visible. Mais il n'y a pas de pensée critique possible
et là je parle de philosophie et je parle notamment de ce qu'on a appelé la théorie critique, hein, Adorno, etc., sans une confrontation active, concrète, technique avec les images. Et c'est un des apports fondamentaux de Benjamin, de Walter Benjamin, que d'avoir assumé ces images de pensée en tant que style philosophique à part entière. Et Benjamin, en fait, ça c'est Klug, et que Benjamin, d'une certaine façon, il s'identifie au chiffonnier de Hadjé qu'il a par ailleurs commenté. Il a construit cette notion d'image dialectique, Benjamin, comme une catégorie historique et critique absolument fondamentale. Et il faut se souvenir, une fois encore, de cette courageuse allocution qu'il avait prononcée en 1934 à l'Institut pour l'étude du fascisme à Paris, donc c'est une communication politique, où il enjoignait ses amis artistes, écrivains, penseurs, à ne pas se simplifier la vie, je veux dire la vie critique, devant les problèmes esthétiques et politiques mêlés. Il disait, ce dont nous avons besoin, c'est ce qu'il appelait une formation polytechnique, accordée à la situation historique créée par le monde moderne. Bon, l'homme de lettres doit faire plus que de la littérature, surtout en 1934. Voilà, c'est ça qu'il dit. Et voilà pourquoi, d'ailleurs c'est un exemple qui lui est cher, hein, Baudelaire a pu exercer la fonction de critique d'art. Qu'est-ce qu'il faut entendre par formation polytechnique ? Eh bien, Benjamin répondait en disant qu'il faut, en quelque sorte, instaurer ce qu'il appelait une solidarité directe de l'écrivain ou du penseur avec certains autres producteurs. Il y a à côté une exposition qui se prépare basée sur une formule de Haroun Farroukhi. Et Farroukhi disait « Je ne suis pas réalisateur, hein, je suis producteur de films. Hein. » Donc c'est cette notion essentielle hein, chez Benjamin de l'auteur comme producteur, dont évidemment Farroukhi a tiré beaucoup de choses. Alors cette solidarité de l'écrivain ou du penseur avec d'autres producteurs qui, à d'autres siècles, n'auraient peut-être pas eu grand-chose à lui dire. Au tout premier rang de cette solidarité, dit-il, il faut travailler à abattre la barrière entre l'écriture et l'image. Ce que nous avons à demander aux photographes, dit-il, c'est célèbre, mais c'est bien de le redire, c'est qu'il soit capable de donner à sa prise de vue cette légende qui l'arrache à l'usure de la mode et lui confère sa valeur d'usage révolutionnaire. Or, nous poserons cette exigence avec le plus d'insistance si nous, les écrivains, nous nous mettons à photographier. Je pense qu'il faut prendre ça très au sérieux. Faire un livre d'images, ça ne serait rien d'autre pour commencer que de rendre un hommage concret à cette exigence, mais c'est vrai qu'elle est rarement honorée. C'est une décision engagée sur le plan de la pensée, donc une pensée du monde des images, mais comme une tentative pour produire cet objet comme un objet d'image. Ça existe depuis longtemps d'ailleurs. Les modèles de Benjamin, c'est des gens tout proches de lui, c'est Hartfield. Vous voyez comment Hartfield, avec des photographies de la police en particulier, ça c'est le cadavre de Karl Liebknecht, qui a été assassiné par les proto-fascistes en janvier 1919, avec une sorte de découpage dadaïste de la presse de l'époque. Mais les sources de Benjamin, elles vont très loin. Elles viennent du romantisme allemand, elles viennent de Goethe, et tout près de lui, elles sont proches de Warburg. Bon, vous ouvrez un livre d'histoire de l'art, par exemple, un livre de photos ou un livre d'histoire de l'art. Vous regardez l'illustration. Très souvent, en regardant simplement l'illustration d'un livre, vous en devinez assez précisément le contenu. Enfin, si vous avez un peu d'expérience. Vous en devinez la logique argumentative. La reproduction photographique, ça c'est un livre de Panofsky.
d'une œuvre ou de tout autre objet dans un livre surgit dans l'espace du texte comme une sorte de signal. C'est comme un drap qui flotte à la fenêtre, au meilleur des cas, qui attire votre attention. Et dans le pire des cas, c'est un drapeau qui va clamer, qui va surexposer l'intention de l'auteur. En tout cas, c'est une scansion par laquelle le lecteur est invité à s'arrêter un instant, à lâcher l'argument discursif, donc il arrête de lire, et il va chercher dans l'image ce qui apparaît tout à coup comme ce qui donne un supplément de sens décisif, une vérité, une intensité particulière dans l'argument lui-même. Les figures insérées dans un livre exposent l'argument de la pensée. Et cela, alors voilà un autre exemple de l'illustration des livres de Erwin Panofsky, ce fameux article « Architecture gothique » à gauche et « Pensée scolastique » à droite. Exposer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une disposition visible, comme vous parleriez d'une exposition de photos, une exposition de tableaux. Exposer, ça veut dire, deuxièmement, une composition logique, comme dans les traités de théologie du Moyen-Âge, on dit qu'on expose des thèses théologiques, expositio. Et dans un troisième sens, en français en tout cas, quand on est exposé, ça veut dire qu'on prend un risque. Et le troisième sens, et il est très important, c'est que dès qu'on met une image dans un livre de pensée, on prend un risque. On s'expose soit à être très bien compris, soit à n'être pas du tout compris, puisque les images qui sont des amies dangereuses sont à la fois puissamment évocatrices et souvent puissamment équivoques. Aïe, aïe, aïe. Les images pensent à leur façon. Un grand penseur médiéval, catalan, ça c'est pour Martha, Raymond Lull, ne pouvait jamais penser sans tracer une figure, soit parfaite comme ici, soit quelquefois extravagante. Le frontispice figuratif choisi par Thomas Hobbes dans son traité politique Le Léviathan a suscité des lectures aussi élaborées que celles de ses thèses philosophiques. Dans le domaine de l'histoire de l'art, on éprouve dans la densité et dans la disposition des figures le travail même du savant comme son enjeu théorique et comme son style de pensée. Par exemple, les livres d'archéologie se feuillettent souvent comme des constellations infinies d'objets qui présentent entre eux des variations souvent infimes. Vous ouvrez un livre de Heinrich Wölfflin et là, hop, vous avez page contre page. Vous avez l'élaboration figurative de ces polarités conceptuelles. Par exemple ici, la polarité Renaissance-baroque ou ailleurs, la polarité linéaire picturale. Quand vous ouvrez des œuvres d'Abbé Warburg, vous tombez sur des choses complètement dissemblables, perturbantes. Vous tombez sur un monstre issu de la propagande luthérienne contre le pape. Vous trouvez un homme couvert de pustules. Vous trouvez un schéma astrologique que vous êtes incapable de déchiffrer si vous n'avez pas étudié les lois, les arcanes de l'astrologie. Quand vous ouvrez un livre de Panofsky, les choses apparaissent beaucoup plus simples, argumentatives, lumineuses, démonstratives. Par exemple, dans son fameux livre sur la mélancolie, ou pareil dans son livre sur Dürer, vous avez premièrement la représentation médiévale de l'ascédie, deuxièmement la représentation médiévale de la géométrie, thèse, antithèse, synthèse, vous avez la mélancolie de Dürer. Mélancolie plus géométrie. C'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est lumineux. Jusqu'à quel point c'est lumineux, ça c'est ma question, mais peu importe. Les livres d'iconographie, par exemple ici, le livre de Daniel Arras sur l'Annonciation, réunit en général tout un ensemble de cas dont les variations sur un même schéma vont être lisibles comme les indices d'une évolution, une évolution théologique, une évolution artistique, etc., etc. Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? Je repars de plus haut.
avant d'exposer sa réflexion sur une œuvre d'art particulière ou sur un corpus d'images, que fait l'historien de l'art ou le critique? Il prend des notes. Prendre des notes, c'est un acte graphique, c'est un acte, on pourrait même dire, sténographique. C'est aussi en général un acte lié à un déplacement, c'est-à-dire là, c'est un petit dessin de Panofsky pour préparer son travail sur la mélancolie. Qu'est-ce qu'il fait, Panofsky? Il sort de chez lui. Donc, je veux dire que c'est un acte de déplacement. Il sort de chez lui. Il va voir quelque chose. Il a son petit carnet de notes dans la poche. Il a son crayon ou sa plume. Arrivé à destination, il sort son calepin. Il griffonne rapidement ce qu'il a vu et qu'il considère comme essentiel qu'il faut voir. Donc c'est un acte de mémorandum, si vous voulez, qui est tendu par le désir de plus tard reconfigurer et expliquer tout ce qu'il aura vu et aperçu. Un jour, plus tard, il va mettre tout cela au propre. Il va prendre le temps d'y réfléchir. Il va le développer, il va l'argumenter, il va comparer, et puis il va faire son livre, quoi, finalement. Il ne faut pas oublier que les tout premiers critiques, les tout premiers historiens de l'art ont été des artistes d'abord. Le grand récit fondateur de Giorgio Vasari, la première histoire de l'art moderne occidental, se fonde sur une collection de dessins, c'est-à-dire une archive graphique de peintres et de sculpteurs qui, par exemple, au XVe siècle, c'est des gens qui prennent une corde, qui lancent la corde au sommet de la colonne Trajane, qui grimpent et qui font au plus près de la colonne Trajane, comme des alpinistes, ils font des dessins de ce type. Notations formelles qui sont riches d'un futur stylistique. Et ce futur stylistique, il a un nom, c'est la Renaissance. Il n'y aurait pas eu de Renaissance sans ces gens qui ont pris des notes en regardant, bien sûr, c'est plus facile des sarcophages, mais la colonne Trajane, c'est plus difficile. Mais plus tard, Goethe a fait la même chose. Il a pris des notes. Il dessinait les paysages et les monuments de son grand voyage en Italie. Victor Hugo faisait la même chose avec ses voyages en Espagne, ou sur le Rhin, ou au bord de l'océan. Charcot et ses assistants consignaient au crayon ou à la plume le faciès pathologique des attitudes passionnelles des hystériques. Bon voilà, l'historien de l'art, il fait pareil. Il voyage rarement sans son carnet de notes, et si l'on veut donner un nom philosophique à ce que je dis là, il faut se référer à la catégorie que Michel Foucault a appelée hypomnémata, c'est-à-dire des supports de mémoire. Un des objets les plus fascinants que j'ai pu découvrir quand je travaillais autrefois sur Aby Warburg dans les années 90, puis lorsque j'ai préparé l'exposition Atlas, c'était un carnet de notes de Jacob Burckhardt, qui est un peu le maître de Warburg et de Nietzsche d'ailleurs, par ailleurs, grand historien datant des années 1833-1836, un carnet de notes rempli de figures, de schémas, de commentaires, de statistiques, de collages, etc. On est avant l'époque de la photographie, là. À quoi devaient répondre un siècle plus tard les magnifiques travel notebooks du grand historien de l'art Meyer Shapiro. Tous ces grands historiens de l'art, Cavalcaselle et Morelli, voilà par exemple, Raghianti, etc., semble avoir pratiqué assidûment cet exercice de la notation graphique. C'est un geste essentiel à l'heuristique du regard, à l'expérimentation du regard. Il donne une première forme au regard. Alors, Aby Warburg, qui m'intéresse beaucoup, constitue, comme souvent d'ailleurs, un cas un petit peu différent. Aby Warburg avait tendance à esquisser, à schématiser, plus qu'il ne dessinait à proprement parler. Et quand on trouve dans ses archives des dessins très aboutis comme celui-ci, on s'aperçoit qu'ils sont probablement dus à son épouse qui était artiste peintre. Une autre raison tient aussi, et ça c'est capital bien sûr ici, dans une école de photographie, au fait que Warburg était assez fortuné pour commander aux frères Alinari des campagnes photographiques exhaustives
sur les ensembles d'œuvres qui l'intéressaient, par exemple le cycle de Ghirlandaio à l'église Santa Trinita à Florence. Les historiens de l'art auxquels j'ai été moi-même le plus lié, disons, dans les années 1970, c'est-à-dire pour moi le moment de ce qu'on appelle la formation, c'est un moment crucial, ont été Hubert Damisch et Louis Marin. J'avais approché Damisch en particulier pour la raison qu'il redonnait dans sa théorie du nuage, publiée en 1972, un ton et une exigence philosophique qui manquaient absolument partout ailleurs dans l'histoire de l'art en France, à l'exception de Robert Klein. J'ai partagé avec Damisch et Marin, donc deux maîtres, si vous voulez, pas mal de périples. On allait dans les églises, dans les musées de Toscane. Et là, je me suis aperçu qu'ils faisaient comme les anciens. Ils avaient leur petit carnet dans leur poche et ils notaient graphiquement des choses devant les œuvres. Voilà un carnet de Hubert Damisch. Quelquefois jusqu'à un point où le dessin, qui était descriptif au départ, devenait un schéma théorique dans l'espace ultérieur du livre imprimé, comme ici dans un livre de Louis Marin. Mais ni l'un ni l'autre n'utilisait un appareil photographique, du moins c'est ce dont je me souviens, aux fins de constituer quelque chose comme un trésor photographique, un trésor d'hypnomnémata. Voilà, les critiques d'art contemporain que je fréquentais à l'époque, Jean Clay ou Rosalind Krauss, pareil, ils n'avaient pas d'appareil photo avec eux, mais eux, ils avaient par, disons, leur métier, la faculté de savoir comment on peut demander à une galerie une bonne photo d'une œuvre de Robert Morris. Voilà. Il y en avait un autre qui fonctionnait très différemment. C'était Daniel Arras. Il avait presque toujours son appareil 24-36 à portée de main. Et Arras, c'était un praticien boulimique du détail photographique, mais du détail en général. Il a écrit un grand livre sur le détail, avec lequel je ne suis pas du tout d'accord, mais ça n'a pas d'importance. Alors, il avait son objectif 50 mm, il avait son zoom, et ces appareils avaient pris la place du coup de crayon analytique, cher à Morelli, cher aux grands historiens de l'art du passé. Et c'était un coup d'œil lancé sur chaque recoin de la scène du crime, je dirais, comme Sherlock Holmes, avec sa fameuse loupe, regarde chaque détail de la scène du crime. Il y avait deux aspects dans la pratique de Arras. D'un côté, il photographiait à tout va, vraiment des milliers de photos, pour constituer des ensembles d'images capables de réunir l'archive même de son travail d'historien et d'iconographe. Et d'un autre côté, ces cadrages, comme vous le voyez là, apparaissaient comme l'ouverture. C'était comme si quelqu'un va regarder le trou de serrure d'une porte pour voir la scène un peu coupable qui se passe derrière. Trou dans lequel il faisait passer son insatiable curiosité en quête de la clé interprétative qui, à partir du détail, serait capable de résoudre l'énigme du tout. Alors là, vous avez par exemple le tout, c'est le Saint-Sébastien d'Antonello da Messina. Et alors Daniel Arras a fait des photos que je ne possède pas, donc je ne peux pas vous les montrer, de son nombril, et à partir des photos de très très près du nombril de Saint-Sébastien, nombril qui ressemble à un œil, il constitue toute une interprétation à partir de ce détail. J'ai moi-même vécu pendant 4-5 ans en Italie et mon rapport photographique s'est trouvé considérablement intensifié et modifié par ce terrain d'enquête. Autrefois, quand je travaillais sur l'hystérie, j'avais un appareil photographique et un banc de reproduction. Hein. Je m'adresse aux étudiants, hein, on parle de cuisine. Et en fait, je photographiais des photographies pour constituer mon archive, puis mon montage, puis mon livre. Là, c'était différent. J'étais passé à la diapositive couleur, toujours avec un Pentax 24-36. Et je me suis initié au monde coloré des fresques médiévales et renaissantes. J'utilisais une pellicule Kodachrome 200 ASA,
toujours poussé à 400. Et c'est en Italie que j'ai découvert ce que sont les photothèques d'histoire de l'art. Ça, j'en avais jamais vu en France. Elles sont couplées aux institutions d'histoire de l'art. Ça existe beaucoup en Italie, aux États-Unis, en Allemagne. Ça existe beaucoup moins en France. Et quand j'ai travaillé à la Herziana à Rome, quand j'ai travaillé à la Villa Itati à Florence, spécialisation sur la Renaissance italienne, j'ai découvert donc des immenses archives photographiques qui étaient les archives de la Renaissance italienne, la photothèque de Berenson. L'outil photothèque m'était inconnu. À l'école des hautes études en sciences sociales où j'ai été étudiant puis où j'enseigne maintenant, il n'y avait pas ça, ça n'existe pas. On avait un petit groupe créé par Hubert Damisch qui s'intitulait à l'époque Cercle d'histoire et de théorie de l'art. On avait un local avec des livres, une partie de la bibliothèque de Pierre Francastel, mais il n'y avait pas l'ombre d'un recueil d'images. C'était une pauvreté absolue, mais c'était une chance. C'est ça que Arras avait bien compris. C'était la chance d'inventer sa propre archive visuelle, sa propre forme de collection, avec son propre mode de classement. Et c'est comme ça, je crois, que travaillait déjà Daniel Arras. Il avait compris les limites intrinsèques aux photothèques préformatées qui, par leur choix, leur classification, supposent fatalement une vision préétablie, orientée et finalement conformiste de l'histoire de l'art. Et j'en ai fait l'expérience sur place. Hein. Moi, donc, j'allais pendant 1 an tous les jours à la photothèque de Berenson. Berenson était l'ennemi théorique de Warburg. Hein. Photothèque immense, magnifique, si vous voulez, et en même temps, d'abord, première réduction, c'était que des images en noir et blanc, en général. Il y avait très peu d'images couleurs. Et ensuite, elle excluait de son corpus toute une part de la production visuelle des cycles picturaux de la Renaissance ou du Moyen-Âge. On se concentrait sur le centre figuratif. Voilà, la Vierge, l'enfant, voilà, ce que j'appellerais une zone d'affirmation des images. On ne s'intéressait pas aux bords, on ne s'intéressait pas aux marges. On ne s'intéressait pas à ce que on pourrait appeler non pas le figuratif, mais le figural. Là où quelque chose d'autre se libère. Dans une photothèque, les photographies sont disponibles comme des résultats tout prêts à l'utilisation. Elles sont prêtes, ces photos, à être publiées dans un article ou dans un livre. Mais elles sont déjà cadrées, préformatées et, comme je le dis, en général, tout à fait conformistes. C'est-à-dire qu'on ne photographie jamais un tableau de biais, par exemple. Juste un exemple. Inventer sa propre archive visuelle suppose au contraire de produire des photographies qui ne soient pas des résultats fixés, aboutis, mais des approches donc inabouties, en perpétuel déplacement. Elles sont toujours imparfaites d'abord, ces photos. Elles sont pratiquement toujours à refaire. Donc, double déplacement. Un jour, je me déplace dans le corridor oriental du couvent de San Marco à Florence et je suis frappé, c'était en 1984, voilà, je connaissais par cœur, soi-disant, par les livres d'art, ce chef-d'œuvre de Fra Angelico, la Madone des ombres, mais simplement, je me suis aperçu qu'elle n'était documentée dans les catalogues, même quand on la mesurait, elle n'était documentée qu'à la moitié de sa surface réelle à peu près. Sa surface réelle, elle supposait quelque chose en dessous qui n'avait jamais été photographié, que j'ai donc essayé moi de photographier. C'est pas ce que je vous montre là, ça c'est des bonnes photos. Mes photos à moi au départ étaient très très mauvaises. L'autre moitié, ces pans de faux marbre tachetés, peints au jeté par l'artiste sur la paroi verticale, contrevenaient complètement à l'idée qu'on se fait généralement d'une peinture de la Renaissance. Bon, peu importe, du détail. Donc, ce que je fais, je commence par faire une série de diapositives 24-36 très médiocres, si médiocres que je demande à un photographe aujourd'hui assez connu, Patrick Feigenbaum, qui était pensionnaire à la Villa Médicis comme moi à ce moment-là, de réaliser des diapositives 6-6 de meilleure qualité. Voilà, tout commence comme ça.
On prend un départ expérimental, il y a une expérience inattendue. Au lieu de prendre un dessin de faire un dessin sur un croquis, on fait une diapo. Voilà. Quelque chose qui était le développement d'une expérience sensorielle, puis technique. Mais l'évidence était là, se déplacer ou déplacer, c'est-à-dire se déplacer depuis la partie haute de la fresque, la Madone, à la partie basse, et puis ensuite mettre les photos les unes à côté des autres, fait éclore quelque chose qui est un nouveau voir. Dans le livre Pensée classée, magnifique livre, Georges Perec s'interroge. Je vais citer. Comment je pense quand je pense? Comment je pense quand je ne pense pas? En cet instant même, comment je pense quand je pense à comment je pense quand je pense? Pensée classée, par exemple, me fait penser à passer clamsé. Alors, Martha, je ne sais pas si tu connais ce mot clamsé, parce que c'est de l'argot français. Clamsé, ça veut dire mourir, en argot. Pensée classée me fait penser à passer clamsé, ou bien à clapet sensé, ou encore à quand c'est placé. Est-ce que cela s'appelle penser? La réponse à ces questions est parfois évidente, parfois totalement obscure. Il faudrait parler de tâtonnement, de flair, de soupçon, de hasard, de rencontres fortuites ou provoquées, ou fortuitement provoquées, méandre au milieu des mots. Je ne pense pas, mais je cherche mes mots. Dans le tas, il doit bien y avoir un mot qui va venir préciser ce flottement, cette hésitation, cette agitation qui plus tard voudra dire quelque chose. C'est aussi et surtout, conclut Georges Perec, affaire de montage. Affaire de montage. Affaire de tâtonnement, affaire de montage. Tâtonner, flairer la bonne affinité, découvrir dans une correspondance la pensée qu'il était nécessaire de faire advenir. Je ne pense pas ceci, je ne pense pas cela, je cherche mes images, hop, je trouve, je mets là, je mets à droite, je mets à gauche, voilà. Et là, il y a un vouloir dire. Le vouloir dire est un désir si fort en nous qu'il passe en fait par tous nos organes. On veut dire avec des images. Vouloir dire passe par nos gestes. Vouloir dire passe par nos sensations et sont déjà des sortes de pensées. C'est affaire de montage. Même si au cœur de ce montage, l'inquiétude fondamentale persiste, passer, clamser, mourir. Donc, ne pas simplement trouver le bon cadrage, ne pas simplement se déplacer, ne pas simplement trouver l'angle qui sera capable de faire lever une question, non. Il faut en plus construire le montage propice à ce que cette mise en situation provoque une pensée des images et même une pensée par image. Que faut-il faire? 1. Documenter, recueillir sans relâche, ouvrir grand, ne pas se censurer. 2. Expérimenter, non pas chercher la réponse comme Sherlock Holmes ou comme Daniel Arras, qui cherche le nom du coupable. Non, non, travailler plus large, par hypothèse, voir ce que cela va donner. Et c'est à ce moment-là que la démarche donne ou ne donne pas quelque chose, ça s'appelle une heuristique, qui va permettre d'élaborer, troisième temps, l'image devenue en fait objet théorique. C'est à ce moment-là que l'image devient une pensée théorique elle-même. Un jour, je suis allé au vivarium du Jardin des Plantes à Paris. Je fais des photos. C'est une branche d'arbre, mais c'est aussi un animal. Cet animal s'appelle un phasme. À ce moment-là, me pencher sur le phasme devient penser, si possible, la condition d'ambiguïté de l'image qui dévore ce qu'elle imite. Parce que le phasme, en fait, c'est un animal qui dévore les végétaux dont il a un mimétisme absolu par ailleurs. Voilà. C'est un animal sans queue ni tête. Documenter, expérimenter, élaborer, se pencher sur, penser,
Et cinquièmement, œuvrer ce qu'un tel regard produit dans la phrase, dans la langue, dans la pensée. Il ne faut jamais oublier le langage dans cette histoire. Voilà, je parle d'une écriture qui a retenu la leçon littéraire de tout ce que j'ai aimé chez André Breton, dans Nadja, tout ce que j'ai aimé dans le journal de travail de Bertolt Brecht, ou chez Sebald, Austerlitz, ou la chronique des sentiments de Kluge, sans avoir peur de chercher une forme en jouant sur les puissances de la figurabilité. Par exemple, c'est ce que j'ai essayé de faire dans des espèces de photorécits où la pratique photographique est devenue pour moi l'enclencheur même des scansions et du phrasé d'un texte, soucieux de dire ce que j'avais vu dans des visites. Là, c'est un livre où je visite le site du Birkenau. Alors, documenter, photographier, monter. Ah, monter. Monter va vers une opération qui s'appelle l'Atlas. Aby Warburg est tout à fait séminal pour moi, bien sûr, à ce niveau-là. Parce qu'il met les images en relation les unes avec les autres, et pas seulement une et deux et trois, comme Panofsky. Une plus une égale la troisième. Non, non, là c'est bien plus compliqué. Déjà sur une page de son livre sur Orphée, là, sur le problème d'Orphée, il y a déjà quelque chose qui devient une constellation. Vous savez, on n'énonce pas du tout la même chose lorsqu'on déplace ne serait-ce qu'un seul mot dans une phrase, ici ou là. Je prends un exemple. Si je dis « j'aime une femme », bon, d'accord, vous allez me dire, bon, ouais, il est gentil, il est ému, voilà. Si je dis « une femme, j'aime », là, vous pourrez dire « il est machiste ». Une femme, j'aime. Vous comprenez la différence? Alors, avec les images, il se passe exactement la même chose. Ne serait-ce qu'avec deux images, selon que vous placez l'une avant l'autre ou inversement, ou bien l'une au-dessus de l'autre ou inversement. Vous allez signifier des choses complètement différentes, si ce n'est contradictoire. Ça se complique, évidemment, lorsque les phrases font intervenir un grand nombre d'éléments, pas d'événements. Façon de dire que ici, la fonction essentielle du montage, dans toute écriture, dans toute exposition artistique, dans toute exposition argumentative, dans toute narration, la pensée, c'est une cinématographie, donc il faut faire du montage. L'Atlas est là, justement, pour répondre à cette heuristique du montage. Alors que la plupart du temps, les livres disposent leurs illustrations pour mieux nous séduire ou pour mieux nous prouver quelque chose, pour mieux arriver à leur fin, un atlas, c'est complètement différent. Parce qu'on est perdu devant un atlas. Alors le fameux Atlas Bilder, le Bilder Atlas Mnemosyne de Aby Warburg, son œuvre ultime, bon, au départ, c'était un projet de publication, bien sûr. Il avait envie de donner une forme livre à ces dispositions d'images. Il avait un désir de les réunir et de les relier. Mais il échoua à le faire. Pourquoi il échoua à le faire? C'est très facile de dire qu'il est mort avant d'avoir fini, ce qui est vrai, mais ce qui est insuffisant. Parce qu'en fait, Aby Warburg n'a jamais réussi à faire un livre, à clore un livre. Il n'a jamais réussi à clore quoi que ce soit. C'est ce qu'un de ses psychiatres, puisqu'il était psychotique pendant un long moment, appelait chez lui l'angoisse de l'échéance. Il ne savait pas finir. Il ne savait pas finir, mais tout simplement parce qu'il savait que dans le monde des images, rien n'est jamais fini. Donc, cette espèce d'infinité était d'une immense puissance, heuristique, je répète le mot, incomparable, mais difficile à appréhender. Et c'est comme ça qu'il a ouvert un monde d'images qui s'appelait son Atlas. C'est l'exposition d'un réseau extraordinairement riche de relations historiques, stylistiques, psychiques, religieuses, philosophiques, politiques, tout ce que vous voudrez, quelquefois difficiles à interpréter.
C'est une expérience pour voir. Elle donne forme à certaines configurations à travers certaines décisions de montage. Elles n'ont rien d'axiomatique. En histoire des sciences, on oppose l'axiomatique, la recherche basée sur un axiome, une vérité, et l'heuristique, c'est-à-dire on essaye d'expérimenter sans se donner de vérité de base. Voilà, c'est la source de sa fécondité. Le résultat, c'était que son atlas, c'était ni un simple livre, si on entend par livre un volume qui renferme des résultats une fois pour toutes, ni une simple exposition, si on entend par exposition un espace d'image qui égrène ces perles de chapelet dans un ordre, par exemple dans le cas d'une exposition monographique ou chronologique d'un artiste depuis sa jeunesse jusqu'à sa maturité et sa vieillesse. La forme de l'atlas est à mi-distance entre le livre et l'exposition. Et ce fut d'ailleurs exactement le cas pour Warburg. On ne peut pas comprendre son atlas d'images si l'on ne se souvient pas d'abord de la taille des planches, parce qu'on n'a plus les originaux. Mais la taille des planches, elle peut s'inférer de la taille des livres qui sont là derrière. Même on voit des ciseaux, on voit à peu près. Ce sont des grands châssis tendus de toile noire sur lesquels il épinglait les photographies devant lesquelles il pouvait passer et penser, c'est-à-dire il marchait et il pensait, il se déplaçait, il allait et venait devant ces images et il les disposait dans la salle de lecture de sa fameuse bibliothèque comme des espaces de comparaison multiples, iconologiques, formels, morphologiques, historiques, tout ce que vous voudrez. Et là, il réunissait, une dizaine d'étudiants, d'amis, et puis ils discutaient là-dessus, ils allaient et venaient. Et là, c'était quelque chose comme ce qu'il appelait une exposition de bibliothèque. Comme ici, par exemple, c'est uniquement sur un seul thème, c'est les métamorphoses d'Ovide. Mais il a fait la même chose sur les survivances de l'astrologie, il a fait la même chose sur le déjeuner sur l'herbe de Manet, etc. Vous voyez bien qu'on est très loin d'un exercice de la pensée compris abstraitement. Adorno disait « Un livre de philosophie, c'est un livre d'images sans images ». C'est très beau, mais c'est un peu radical. Ici, nous sommes plus proches, chez Warburg, de ce que disait Walter Benjamin à propos des collections réunies par Edward Fuchs, ou avant Fuchs par Goethe lui-même. Il disait, Benjamin, ces collections sont la réponse du praticien aux apories de la théorie. On ne fait pas un atlas sans collectionner les pièces à remonter, fussent-elles hétérogènes ou même parce qu'elles sont hétérogènes. Ici, je vais terminer par là. Je ne suis pas trop long, Martha, ça va ? Il faut établir une nouvelle distinction qui me semble très très importante. Ce n'est pas du tout la même chose, un atlas et une archive. Pas du tout pareil. Distinction capitale. Il y a collection dans les deux cas, mais la collection n'est pas élaborée de la même façon selon que vous classez votre archive ou selon que vous montez votre atlas. L'archive recueille le maximum de matériaux et instaure l'accessibilité de ces vastes trésors, si possible, par la vertu d'un classement, si possible, compréhensible. D'ailleurs, un atlas ne va pas sans une archive préalable. Dans le cas de Warburg, les archives qui préexistent à son atlas sont deux. D'abord, une extraordinaire bibliothèque et ensuite une très très vaste photothèque à nouveau. Le problème, c'est qu'une fois que vous commencez de faire un atlas, vous allez maltraiter l'archive. L'atlas maltraite l'archive parce que l'archive ne tient pas compte, parce que l'atlas ne tient pas compte du classement de l'archive. Il s'en fiche. Il joue avec l'archive. Il puise des éléments, il les met par tâtonnement, comme dit Pérec, il émet des hypothèses,
il mobilise ces éléments heuristiques. Je prends ceci, je mets ça en regard de cela, je vais voir ce que ça donne, je fais coexister des images, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Mobiliser. L'atlas mobilise l'archive. Alors mobiliser, c'est un très beau mot, ça veut dire utiliser, mais ça veut dire aussi mettre en mouvement. L'atlas mobilise l'archive en ce qu'il y met en mouvement certains objets choisis. Par exemple, dans le cas de Warburg, il y a une photothèque de plusieurs dizaines de milliers de photos, et Warburg finit par faire un atlas qui fait grosso modo un millier d'images, et un millier d'images pour un érudit comme Warburg, ou en général comme pour un historien de l'art, c'est pas beaucoup. Un millier d'images, ça se feuillette en 10 minutes. Donc, mais simplement, la différence, c'est que ces images sont déplacées de l'archive et placées les unes par rapport aux autres, non par classement, mais par montage. L'archive est faite par avance pour qu'on puisse s'y orienter, tandis qu'un atlas, comme celui de Warburg, vous regardez ça, ça vous désoriente d'abord, parce que ça cherche de nouveaux passages, de nouveaux horizons, de nouveaux espaces de pensée. Et c'est ainsi que l'atlas donne naissance à un dispositif épistémique nouveau, qui ne se réduit absolument pas à la somme des éléments qu'il constitue. Un atlas ne fonctionne pas par accumulation, mais par choix de montage. Et le résultat, c'est que ça ouvre de nouvelles voies, comme si c'était une multiplication, ou on pourrait mieux dire encore par intensification. C'est une façon d'inventer une forme inédite de voir, de savoir et de savoir voir. Une nouvelle connaissance des images et par les images. Là, j'ai commencé avec l'atlas de Gerhard Richter, je finis avec l'atlas de Gerhard Richter. Une nouvelle connaissance obtenue à travers ce geste expérimental, ce gai savoir qui consiste en fait, c'est l'expression qui me retient là en ce moment, qui consiste à déplacer voir, c'est-à-dire vous déplacez votre voir, mais le voir ne se constitue que si vous vous déplacez. Voir, c'est se déplacer. Voilà, je vous remercie. Merci Georges. J'imagine que vous avez des questions.